Merci beaucoup de votre présence ce soir. Ça nous fait évidemment très plaisir. Ce soir, on vous accueille en fait dans le cadre d'un nouveau format d'événement organisé par le Hub. Donc je vais vous faire 2 petits mots d'intro quand même pour vous expliquer de quoi il s'agit. Ce nouveau format d'événement, ça s'appelle les Catch-up. Les Catch-up, c'est toute une série d'événements qu'on va du coup monter cette année qui ont pour vocation de mettre en lumière des sujets d'expertise assez écosystémiques et à chaque fois avec du coup des visions croisées d'experts. En l'occurrence, ce soir, j'ai la chance et l'honneur d'avoir un panel exceptionnel composé à la fois de talents investisseurs, parce que c'est notre quotidien et je vais vous expliquer, et à la fois de talents de scale-up, de start-up, qui vont du coup mélanger tous ces retours d'expérience ce soir avec nous sur le thème du recrutement. Un petit mot rapidement sur le Hub. Donc évidemment, le Hub, c'est là où vous êtes ce soir. C'est une salle mythique pour nous, mais c'est aussi évidemment l'équipe d'accélération en fait, qui est dédiée au pôle innovation BPI France. Donc on est une trentaine. On est une plateforme de services et on a pour vocation, sur différents corps de métier, d'aider à accélérer toutes les participations du pôle innovation. Donc il y en a plus de 300, ça couvre tous les secteurs, toutes les maturités. On ne dort pas beaucoup, mais on s'éclate beaucoup, dont effectivement notre sujet, en tout cas moi je suis le manager du pôle talent au sein du Hub, donc mon rôle aussi est de recruter. Et c'est pour ça que ce soir je suis très content d'être avec vous et je suis sûr de pouvoir apprendre plein de trucs. Je vais vous laisser vous présenter dans l'ordre. Je vais laisser l'honneur aux filles. Linda. Merci beaucoup. Alors, oui, c'est bon, on m'entend bien. J'essaye de jauger le son. C'est la première fois que je parle avec un micro. Bon, alors là, c'est bon. Oui, alors bonjour. Alors, là, devant. Bon, il me disait là, devant la bouche. Bon, petit souci technique. Donc, je m'appelle Linda. Donc, moi, j'ai fait le scale donc, de Content Square, donc de 200 à 1300. Et donc ensuite, j'ai monté ma société de conseil donc pour les sociétés, en l'occurrence les startups en France et au UK, sur des problématiques de scale ou d'internationalisation. Et je suis très contente de vous avoir tous aujourd'hui. Ça marche, ouais. C'est mieux comme ça. Moi, je suis Elisa Laurentaire, enchantée. Donc, moi, j'ai commencé chez Hays, qui est un gros cabinet de recrutement. J'ai fait 3 ans à Paris, m'ont envoyé à Hong Kong pour monter une division. Et au retour en France, j'ai voulu aller en interne. J'ai rejoint Back Market, où on est passé de 120 à 500, puis Malte de 230 à 700. Et maintenant, je suis chez Vestiaire Collectif depuis 9 mois, qui est déjà une scale-up. On est déjà entre 700 et 800. Donc, les enjeux sont un peu différents. Alors, moi, je suis investisseur en capital, Maïlis Ferrer. Je travaille chez BPI France où j'anime une équipe qui s'appelle Large Venture et qui investit dans les scale-up. Donc, nous avons dans le portefeuille des sociétés comme Content Square, comme Vestiaire Collectif et plein d'autres. Et le sujet du recrutement est un sujet clé pour toutes nos entreprises et pour, bien sûr, pour nous-mêmes investisseurs. Bonsoir à tous, moi je suis Antoine Fraisse, en catégorie un peu hybride. J'ai été 10 ans entrepreneur et puis un peu plus de 10 ans maintenant investisseur avec Kerala, avec une spécialité qui est d'investir au lancement, à la création des startups, en ayant la chance notamment d'être depuis les débuts de Malte, WeHelp et Doctolib. Le recrutement, c'est une véritable passion. Et donc je suis ravi d'échanger sur le sujet avec vous ce soir. Merci Antoine, merci à tous et toutes. Alors, vous l'avez compris, le thème est assez large ce soir. Évidemment, on a des retours d'expérience de scale-up, d'invest, mais globalement, ce que vous allez entendre ce soir, c'est des bonnes pratiques, des très mauvaises pratiques aussi, qui peuvent s'appliquer globalement à tout. Et on va essayer de dérouler un peu la pelote de ce sujet, en fait, en commençant évidemment par répondre à une grande question fondamentale, c'est qu'est-ce qu'un bon talent? La grande question. Qu'est-ce qui, effectivement, d'après vous, alors à chaque fois, je demanderai d'abord peut-être Antoine Maïlis, votre vision justement côté Invest, et ensuite Linda Elisa. J'aime bien les questions un peu vastes. Bon, du coup, j'attaque, et pour question très large, 2-3 éléments de réflexion. Un bon talent, c'est déjà un talent qui correspond à un cahier des charges, un portrait robot qu'on a défini avec soin. On parlait des erreurs. Environ 1 fois sur 2, c'est une stat qui est un peu sortie du chapeau, qui n'est pas un peu générale, mais 1 fois sur 2, quand on a un recrutement qui est un échec, le souci n'est pas lié à la personne elle-même,
mais au fait qu'on n'a pas cherché la bonne personne, qu'on ne s'est pas assez posé les questions de qui on avait besoin. Donc un bon talent, c'est déjà quelqu'un qui correspond à une vraie réflexion sur qui on a besoin. Ça paraît facile à dire, ça ne l'est pas toujours. Et ensuite, la liste pourrait être longue, mais je dirais qu'une deuxième définition d'un bon talent, c'est quelqu'un qui va réussir dans la mission qu'on lui donne pour l'avenir. S'il y a une formule qui est très importante selon moi en recrutement, c'est qu'il faut éviter de recruter pour gérer le présent, il faut recruter pour réussir ses rêves, son plan et l'avenir. Donc il faut vraiment se dire où est-ce que je veux être dans 3 ans sur ce sujet. Il faut recruter pour ça. Et donc très souvent, ne pas avoir peur de hausser son niveau d'ambition sur le sujet. Alors c'est exactement la décision que j'aurais prise. C'est effectivement pour un investisseur tel que je le suis, je souhaiterais m'assurer que les C-levels qui entrent dans la société ont une expérience qui dépasse le stade où en est actuellement la société qui recrute. Quelqu'un qui a connu autre chose, une autre organisation, éventuellement venant d'un grand groupe, et qui permettent à l'équipe en place de se projeter sur l'étape d'après, le tour d'après, les 5 ans à venir, les 10 ans au-delà. Et on pousse souvent à ça, et c'est un débat qui n'est pas toujours évident avec les dirigeants qui peuvent se dire mais c'est peut-être un peu tôt d'avoir un CFO qui a déjà fait une introduction en bourse, c'est pas tout le sujet tout de suite. Oui, mais il faut pouvoir anticiper. Et c'est effectivement ma vision. Moi, du coup, je vais parler de ce que je connais de l'intérieur. Je suis complètement d'accord. Je vais juste rajouter que pour moi, un bon talent, ça dépend vraiment de l'entreprise et de son stade. C'est très, très différent quand on est dans une start-up, dans une scale-up qui est dans sa première levée, enfin série A, série B, série C, c'est extrêmement différent ce qu'on cherche. Par contre, il y a un point commun dans lequel je vous rejoins complètement, c'est de se dire, OK, en fait, cette personne, est-ce qu'elle est bonne pour le next step ? Et pas que pour cette step-là. Et ensuite, je pense qu'effectivement, tu as dit quelque chose, Antoine, de très intéressant. Un bon talent, ça va être effectivement en fait, un bon process de recrutement et un bon alignement dès le début de qu'est-ce qui est recherché, qu'est-ce qui est vraiment nécessaire et pourquoi. Et est-ce que c'est vraiment, ça existe vraiment et quel va être, comment il va se développer dans l'avenir dans la structure. Moi, je vais rajouter, évidemment, je suis totalement d'accord, et je vais rajouter quelque chose. Je dirais que le bon talent, donc c'est la bonne personne à la bonne place, mais aussi dans le bon collectif. C'est-à-dire qu'on pourrait avoir, donc je sais qu'on aime bien la notion de A-player, vous pouvez avoir 10 super individualités qui vont donner un résultat qui ne va pas être totalement fou, parce que pas dans la bonne team, pas dans le bon collectif, pas le bon fit tout simplement. Et donc ça, il faut faire aussi très attention, c'est-à-dire que quand vous dressez la liste de ce dont vous avez besoin, il faut aussi réfléchir en termes de complémentarité avec les équipes, toutes les équipes, pas uniquement au niveau très micro, mais je dirais même au niveau macro. Et la deuxième chose, donc, qui est, je pense, très importante, c'est de réfléchir non pas en termes d'orga actuel, mais d'orga cible. Ça évitera ensuite de faire entrer des carrés dans des ronds, et la réciproque est vraie aussi. Complètement. Et merci. Là, ça vous les débat sur le reste. Complètement. Alors moi, il y a deux choses hyper intéressantes. Effectivement, l'aspect culturel. On parle beaucoup de business, évidemment, et de là où on veut aller. Mais cet aspect culturel est d'autant plus fort. Et en fait, j'ai l'impression qu'il est aussi, même s'il est très très fort quand on est au début, parce que c'est les premiers, que lorsqu'on est sur une phase de scale, en fait, on a des vraies grilles de critères culturels qui sont même parfois plus ardus, en fait, que quand c'est les premiers recrutements core team. Et ça, c'est assez étonnant et c'est pas facile. Mais aussi, il y a aussi ce sujet de cette capacité à pouvoir avoir cette personne d'après quand on est sur le moment, en fait. Et parfois, on n'a pas forcément tout le temps les besoins, enfin, quand on est très early, de pouvoir aller sur ce recrutement d'après, qui parfois paraît inaccessible, le Top Gun, super profil, alors qu'on vient de démarrer et qu'on a fait une toute première levée. Voilà, ça c'est des vraies problématiques qui se posent. Et pour rejoindre donc, Antoine, ce que tu disais sur justement cette préparation, globalement, qu'est-ce qui, d'après vous, sont des bonnes pratiques, en tout cas des bonnes balises en amont du recrutement, avant même de démarrer quoi que ce soit? À quoi vous pensez? Ouais, je vais vous laisser comme ça.
Ok, donc ta question c'est avant de commencer un quelconque recrutement, qu'est-ce qu'il faut faire, c'est ça? Les bonnes valises. Les bonnes valises, ok. Moi je pense tout de suite à mettre en place un process de recrutement cohérent où on définit tout de suite en amont, justement déjà, c'est quoi ton high player, sur quoi tu veux tomber. Donc ça peut revenir avec la culture de ton entreprise, qu'est-ce qui est vraiment important pour toi, et du coup qu'est-ce qui est vraiment important d'assesser. Et ensuite de mettre en place un process de recrutement cohérent. Pour moi, je dirais en tout cas les mêmes étapes pour toutes les équipes, avec forcément des spécificités différentes, mais avec chaque étape qui assesse quelque chose de différent. Et de bien avoir tout le monde très au clair sur qui assesse quoi. Si tu fais ça, déjà, tu t'évites les biais, en tout cas, tu évites le plus possible les biais, et tu arrives dès le step 1 à avoir une overview de « Ok, en faisant ça, on va essayer d'assesser au mieux si la personne est un bon talent pour nous. » Ok, très clair. Moi, je repartirais même en amont. Je repartirais du besoin business de la boîte. En fait, un recrutement, elle doit satisfaire un besoin business. Très souvent, et moi, les erreurs que je peux voir le plus souvent, c'est on se dit, bon, alors, j'ai besoin de faire ça, je vais recruter telle ou telle personne, et on part tout de suite dans les détails, alors qu'en fait, on a une organisation qui a un besoin. Le bateau, il doit être poussé quelque part. Et donc, on se dit, quelles vont être les meilleures personnes pour l'emmener. Il peut y avoir différentes caractéristiques A, B, C, et là, on va faire la scorecard, avant même que d'aller rédiger point par point, hiérarchiser et aller scorer cette fameuse scorecard, ou peu importe comment on l'appelle, hein, ça existait aussi avant, c'était job desk, etc. etc. Vérifier que tout le monde soit bien aligné. Très souvent, on peut avoir une scorecard qui est incroyable, un process qui est très bon, et je dirais dans 60% des cas, le fait de ne pas avoir assis tout le monde autour de la table, je parle des parties prenantes, des clients internes, etc., fait que de toute façon, ce sera un échec. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose qui rejoint ce que je disais précédemment et ce que tu disais aussi, Elisa, c'est de penser le recrutement, donc, certes, sur un besoin à date, mais comment le satisfaire alors si on n'arrive pas à se projeter sur les 24 prochains mois, je dirais à minima sur les 18. Et ça, c'est un exercice, j'ai envie de dire, exec, de partnership. Et pour moi, 100% du résultat va porter là-dessus en réalité. Alors, je vais prendre une vision encore un petit peu plus macro. Quand on décide d'investir dans une entreprise, on confie de l'argent en fait à son dirigeant et à son équipe. Et fondamentalement, dans les startups, le principal utilisation qui en est fait de cet argent, c'est des recrutements. Et donc, un VC, il va regarder le business plan, il va regarder le budget annuel, et puis il va se dire... voilà l'objectif de ce qu'on devrait arriver où est-ce qu'on devrait arriver en fin d'année, et parfois le VC peut malheureusement mettre un petit peu de pression dans le système si au bout de 6 mois ou 8 mois il ne se passe pas grand chose, on se dit voilà mais est-ce qu'on ne va pas prendre du retard sur la R&D si on devait recruter 15 ingénieurs, est-ce qu'on ne va pas prendre du retard sur les ventes parce qu'on avait un programme d'onboarding de 200 sales et on n'en est qu'à 25. Mais on va poser des questions, j'irai un peu en réaction et un peu voilà. Donc il y a une vision d'anticipation et puis ensuite en disant oh là là, est-ce que ça déroule comme c'était prévu? Ça marche, merci. Non, oui, effectivement, c'est hyper important d'avoir ces sujets en tête. Mais du coup, on parlait de scorecard, ça c'est un très grand débat parce que je sais que c'est pas forcément communément appliqué, en tout cas à tous les niveaux. Quelle est un petit peu votre vision de ça? Est-ce que justement ça fait partie des bonnes pratiques ou est-ce que c'est subterflu, il faut passer outre, ou est-ce que ça marche ou ça marche pas en fait au final? Parce que comme on dit, avec des super scorecards, parfois tout le monde n'est pas aligné. Quel est un peu votre sujet là-dessus? Je sais qu'Antoine... La scorecard, pour ceux qui n'auraient pas croisé le terme, parce que, encore une fois, comme le disait Linda, le mot n'est pas obligatoire, hein, c'est une liste de qualités et de compétences qu'on recherche chez la personne qu'on va recruter. Moi, je vous encourage très fortement à définir cette scorecard, vous l'appelez comme vous voulez. Je vous encourage à le faire en l'écrivant, en prenant vraiment un doc, un email, ce que vous voulez, et en le partageant avec les personnes qui sont impliquées, qui vont décider ce recrutement. Très souvent,
on fonce, on a envie de foncer, notamment parce qu'on a des candidats pas loin, on se dit ouais, ça y est, en fait, il ou elle fera l'affaire, etc. Prenez vraiment ce temps-là et écrivez de manière un peu scolaire cette liste de qualités et faites une sorte au moins de hiérarchie pour les principales. Ça ne veut pas dire que c'est immuable, ça ne veut pas dire que vous ne pourrez pas un peu discuter ça dans le temps, mais si vous ne le faites pas, vous vous exposez à quelque chose de très fréquent. C'est une discussion au bout de 2-3 mois qui ne sera pas sur un candidat qui va ou qui ne va pas, qui sera en fait sur la scorecard. En fait, on ne s'était pas mis d'accord sur ce dont on avait besoin. Et ça, il n'y a rien de pire. Et à un moment, il faut être précis. Si on veut quelqu'un qui a managé, on parle de quoi? Si c'est le critère 1 pour recruter un responsable d'équipe commerciale, est-ce qu'il a managé au moins 5 personnes, au moins 10 personnes? Est-ce que manager pendant 8 mois, c'est une bonne expérience ou est-ce qu'il faut au moins 2 ou 3 ans, etc., etc. Ça, vraiment, faites ce travail parce que on a envie de foncer. Il y a un moment où il ne faut pas aller vite en recrutement, c'est au tout début, le temps de se caler. Il y a une deuxième chose, c'est que pendant cette étape, moi, je vous encourage, sauf si vous êtes sur des profils que vous connaissez déjà par cœur, prenez le temps d'aller voir des entrepreneurs plus avancés que vous, qui ont des sociétés 2, 3, 4 fois plus importantes. Vous avez l'impression que c'est des bons profils et allez leur exposer votre sujet d'organisation et de recrutement. Demandez une demi-heure, mettez sur la table votre sujet et votre problème. Qu'est-ce que tu feras à ma place? Quel profil tu prendrais? Est-ce que tu le mettrais à cette place? En fait, ce temps de réaction et d'écoute, il est absolument fondamental. Et à tous les coups, vous allez partir avec des idées un peu différentes, améliorées, et peut-être même vos premiers candidats, ce qui va vous aider ensuite pour la suite. Non. Ok. Effectivement, moi, si j'ai quelque chose à rajouter, alors du coup, j'ai pas exactement la même vision. Je pense déjà que j'ai une vision quand la société est un petit peu plus établie. Oui, l'importance nous on appelle ça le kick-off meeting. Donc le meeting avec la personne qui va recruter pour vraiment, nous en amont, on leur envoie en fait un kick-off form où à la fois ils doivent rédiger leur job desk, à la fois ils doivent remplir la fameuse card et à la fois aussi on les fait d'ores et déjà travailler sur le case study. Pourquoi? Parce que d'ores et déjà on se dit ok, qu'est-ce que tu vas assesser comme hard skills? Et donc on leur demande d'ores et déjà de réfléchir sur qu'est-ce qui pour toi est primordial chez ce candidat. Et du coup, j'irai même un tout petit peu plus loin. Nous, maintenant, alors on n'est pas du tout au même stade. Maintenant, nous, on est entre 700 et 800 chez Vestiaire Collective. Tous les postes sont validés en amont, mais déjà chez Mal, c'était comme ça, par la finance et donc par les excom, par le COMEX. Donc, le besoin, il vient du haut. Il vient du business. Et il descend. Du coup, l'alignement, il est déjà fait en amont. Quand le poste, il descend par le hiring manager et qu'il arrive sur nous, c'est déjà défini en amont qu'on est tous bien alignés. Et du coup, on doit juste faire cette fameuse scorecard pour aller un petit peu plus loin et le mettre en place dans le process de recrutement. Je vais rajouter juste une petite chose pour compléter ce que Elisa vient de dire. Une fois que vous avez tout listé, la chose à faire aussi, qui est vraiment très importante et qu'on oublie souvent, c'est de quelle manière on va vérifier, comment on va assesser tout ce qu'on a écrit. Et ça, souvent, en fait, ça manque. C'est-à-dire que, en fait, ce qui fait débat aujourd'hui dans la scorecard, c'est pas est-ce que c'est un bon outil. Oui, c'est un outil, même si on l'appelait différemment. De toute façon, on ne peut pas aller chercher si on ne sait pas ce qu'on cherche. Donc, de toute façon, par définition, on en a besoin d'une. Par contre, l'utilisation, voilà, et l'usage, c'est plutôt ça en fait qui va poser problème. Donc, essayer de factualiser un maximum de choses. Donc, si on ne score pas, au moins on hiérarchise, c'est ce que je disais Antoine. Et après, on essaye de savoir factuellement comment est-ce qu'on assesse point par point. Moi, je mets une attention particulière, mais ça, c'est une prise de position de ma part aux soft skills, parce qu'on part du principe que toutes les hard skills peuvent s'apprendre, entre guillemets. Mais factualisez bien voilà, tout ça. Et déjà, ça va dérisquer le recrutement que vous êtes en train de faire. Ouais, surtout qu'avec plusieurs parties prenantes, souvent, dans un recrutement, c'est vrai qu'il y a le sujet de la synchronisation des retours, en fait, des feedbacks. De plus en plus d'outils, d'ailleurs, vont arriver en ce moment révolutionnaires sur le sujet, mais pour le moment, ça a quand même été assez archaïque, je pense, pour tout le monde, cette fameuse synthèse. Merci beaucoup, effectivement, là-dessus. Et alors, petite question quand même aussi, anticipation, parce que, bon, globalement, on a un peu les datas un peu magiques en tête. Effectivement, on sait qu'un recrutement, il faut anticiper au moins à 4-6 mois, on le sait. Période de préavis, c'est 3 mois. Trouver un talent, ça peut prendre entre 1-3 mois également, voire plus si vraiment compliqué dans le bassin d'Arcachon sur une techno particulière. Voilà, donc effectivement, il y a ce recul à avoir, c'est sûr. De façon peut-être plus large et justement avec une vision de scale, comment vous anticipez vous, complètement des plans de recrutement entiers en fait?
Alors du coup, moi je vais vraiment réfléchir à quand j'ai partagé mon expérience quand j'étais à Malte. Malte, encore une fois, ça venait en amont, le besoin venait du business et on avait une vision à 1 an de quelles personnes combien de personnes on allait recruter et dans quelle équipe. Du coup, on utilisait alors je vais faire un peu de pub. On utilisait un super outil qui s'appelle Pigment, que vous connaissez peut-être. Pas que. Et du coup, nous, c'était vraiment, OK, du coup, quel quarter on va recruter qui? C'est quoi le budget? C'est quoi le job level? Et du coup, ça me permettait, moi, de voir au mieux, dans les personnes de mon équipe, est-ce qu'on était suffisamment staffé? Est-ce que j'avais les bonnes personnes au bon endroit? Est-ce que, du coup, j'allais bien pour pouvoir recruter ces personnes, je sais pas, en Q1? Est-ce que, du coup, c'était bien un besoin qu'il fallait ouvrir dès le quarter d'avant ou voire 2 quarters d'avant selon la difficulté du poste? Donc, vraiment, c'était je pense, pour moi, le plus avancé comme réflexion, c'était OK, dans l'année à venir, voilà tous les talents dont je vais avoir besoin, dans toutes ces équipes, voilà combien ça va nous coûter. Du coup, aussi, c'est pour la finance, eux, ils pouvaient s'assurer vraiment des coûts et de bien s'assurer qu'on était bien dans un track. Et pour l'équipe recrutement, c'était vraiment plus facile de staffer mon équipe au bon moment, au bon endroit. Mais ça marche. Ça ne marche que quand, du coup, on a cette vision à 1 an, et ça, c'est super. Et ça ne marche que quand, du coup, on est en scale, et quand on sait, du coup, combien on va investir et ce qu'on veut mettre, etc. Du coup, je ne suis pas complètement sûre que c'est la solution magique à chaque moment. Encore une fois, ça va vraiment dépendre de la société, de l'avancement, et de ce qu'on veut en faire aussi, quoi. Merci. Moi, je dirais ici que la question, c'est comment est-ce qu'on arrive à forecaster. Et là, il faut avoir... je dirais une logique quasi sales, en fait. De quoi on a besoin et donc de combien de personnes on a besoin pour aller achieve ces résultats. Le premier conseil, c'est de se poser là-dessus. Quand on a une société qui start, potentiellement se référer aux métriques du marché. Et je dirais après, voilà, sur les 2-3 prochaines années, pilotez bien vos propres métriques pour savoir ce que vous, avec votre équipe en place, vous êtes capable de faire, de staffer, etc. La première chose, de toute façon, un recrutement, ou en tout cas un plan de recrutement, pas un seul recrutement, sera rarement achievable s'il n'a pas été forecasté juste avant, comme n'importe quel quota. Donc l'exercice, et puis le terme un petit peu utilisé au recrutement, c'est le capacity model. Vous avez énormément donc, de modèles sur Internet et il y a beaucoup de littérature dessus. Et sinon, vous regardez les forecast sales. C'est, à mon sens, ce qui fonctionne le mieux quand on est en scale-up, puisque ça permet à la fois de monitorer et surtout d'avoir de l'ownership et de pouvoir le gérer en gestion de projet. Donc, je ne sais pas ce que dirait une vision VC là-dessus. Ma vision VC, ma réponse, mon atout, c'est de dire Paul Cavan. Voilà, donc quand nous avons effectivement ce type de discussion avec nos entrepreneurs, on a quelqu'un de très bien chez nous et on va tout de suite vous mettre en relation et il va vous conseiller, vous aider. Et voilà, et Paul est là. Merci, Paul. Pour compléter vision, là vraiment entrepreneur, partager une conviction, quasi une religion. Quand il y a beaucoup de fondateurs, je crois, dans la salle aujourd'hui, beaucoup de responsables, de dirigeants RH et recrutement, que l'investissement sur le recrutement et la réussite du recrutement, c'est le chemin, c'est la clé numéro 1 pour réussir tout business ou toute organisation. En fait, ça, c'est la règle d'or absolue du business, quelle que soit la taille de l'entreprise. Pour le coup, ça marche au lancement, ça marche à 800 personnes, ça marche chez Doctolib à près de 3000 personnes. C'est une règle absolue. Et en fait, cette règle-là, souvent, on est tous d'accord pour dire « bah oui, c'est vrai ». Mais le sujet, c'est de passer de cette règle et de cette réalité à le temps et le focus que vous allez mettre sur la réussite de vos recrutements. C'est une guerre totale, il faut s'engager. Il y a un aspect sales qui est très important, donc il ne faut pas aller faire du volume pour faire du volume, on est bien d'accord, il faut pas aller... Mais c'est très important d'être hyper ambitieux sur son process de recrutement. Et donc le parallèle à ça, c'est quand on fait un recrutement d'une personne qui fait l'affaire, on est plutôt en train de rater son business. Donc, quand vous êtes avec vos collègues, avec vos cofondateurs, avec vos dirigeants, etc., demandez, est-ce que cette personne, vous pensez qu'elle est exceptionnelle pour ce poste par rapport à nos attentes, à nos scorecards? Si ça commence à trop hésiter,
peut-être que c'est pas un bon recrutement. Alors, évidemment, on ne peut pas avoir que des gens exceptionnels, mais on l'a bien dit, quelqu'un d'exceptionnel, il n'est pas exceptionnel dans l'absolu. Il est exceptionnel pour une situation et des besoins donnés. Donc, et du coup, pour revenir à ces sujets d'organisation, quand vous êtes là cette fois-ci d'un point de vue micro, vous êtes sur un recrutement donné, votre objectif, facile à dire, c'est d'avoir le choix entre des très bons profils. Et donc, il ne faut jamais... La paresse coûte très très cher en recrutement. Alors évidemment, c'est de la provoque, parce que la paresse, je sais bien qu'au quotidien, vous n'êtes pas à partir à 15 heures et à rien faire. Mais en tout cas, l'exigence finit par payer avec des niveaux de retour sur investissement exceptionnels. Et donc, donnez-vous la possibilité de voir suffisamment de candidats. Et donc, faites des objectifs semaine après semaine pour voir beaucoup de monde et vous dire, au bout de 5, 6, 7 semaines, je commence à avoir un choix entre 2, 3 très bonnes options. Et là, si vous répétez ça dans tous vos recrutements, votre business va devenir très probablement, parce qu'évidemment tout ça reste des modèles et les risques sont associés, mais peut devenir un succès exceptionnel. Yes, effectivement. Et c'est le fameux problème de riche qu'on adore avoir, qu'on n'a pas toujours dans le monde utopique. mais effectivement, non, c'est vrai qu'il y a bon, on dit l'aspect très sales, on parle beaucoup de jargon sales, effectivement, dans nos métiers, hein, de taux de churn, de ratio, de taux de conversion, etc. Enfin, c'est vrai qu'il y a cet aspect-là. On ne va pas revenir sur le métier du talent, mais qui est la première vitrine de la start-up, de la structure. Là, globalement, effectivement, donc on a couvert un peu tous ces sujets, on a cadré le profil, tout le monde est aligné, on peut démarrer, on a anticipé, on a l'argent, on a les objectifs business. Là, globalement, d'après vous, quelles sont les bonnes pratiques un peu clés que vous avez identifiées, qu'on ne connaît pas forcément aujourd'hui, dont on ne parle pas beaucoup, mais qui marchent très bien chez vous, en tout cas. Et à l'inverse, après, ce sera les écueils. Moi, la première chose à laquelle je pense, c'est les outils. Quand on est d'accord, on va partir, etc. Il faut bien s'entourer de bons outils. Des outils sur lesquels on peut monitorer. Tu parlais de taux de conversion, etc. Tu parlais de recruter les meilleurs. Comment tu vois ça? Et comment tu vois ça de façon un petit peu industrielle, dans le sens comment on peut vraiment après monitorer nos data, etc. Je ne vais pas faire de la pub non plus pour les ATS. Pour autant, moi, je suis repassée à chaque fois sur le même ATS parce qu'il y avait, et j'en parlais tout à l'heure avec une personne de chez Alma, parce qu'il y a un outil de Power BI dedans qui me permet vraiment de monitorer au mieux et de savoir au mieux, du coup, c'est quoi le score moyen d'une personne quand on recrute. Et donc, c'est sur 4. Et si, en fait, c'est 3 sur 4, est-ce que, justement, on n'est pas dans une phase où, en fait, on prend que des gens dont on n'est pas sûr que ce soit vraiment ça qu'il nous faut, quoi. C'est quoi le temps moyen pour time to fill? Donc, combien de temps ça nous prend pour recruter une personne? Ce qui fait que, du coup, aussi, quand on va prévoir, on va se dire, OK, en moyenne, il me faut 45 jours. Bon, je le sais, du coup, si cette personne, j'en ai besoin absolument à ce moment-là, je le prends en compte. Donc, je pense vraiment l'important, et même dès le step 1, j'ai envie de dire, c'est de bien s'entourer des bons outils. Et d'outils, un petit peu comme on fait en recrutement, d'outils qui vont nous permettre de scaler aussi, d'aller à la phase d'après. Entièrement d'accord. Je vais rajouter 2 choses puisqu'on est parti sur... En fait, il y a 3 piliers, je dirais, donc people, process et puis la partie tooling. Donc bien vérifier au niveau du process, donc qu'il n'y ait pas de redite, c'est-à-dire à quelle étape qui fait quoi et quel est l'objectif de cette étape-là. Moi, je vois encore aujourd'hui beaucoup trop de personnes qui refont la même chose à chaque étape. Et donc, on arrive au quatrième entretien et en fait, on a redit la même chose et on ne sait toujours pas prendre de décision. Ça, normalement, on n'est plus censé... ça ne devrait plus être fait, quoi. Donc, on passe dans une logique où on se passe le relais et pas on cherche un petit peu à se sécuriser sur les mêmes choses. Ça, c'est le premier warning. Le petit tip, ce que moi, j'aime bien faire, c'est, et on n'en parle pas assez, je pense, c'est mettre en place des rituels. En fait, le recrutement, en fait, il va changer. C'est-à-dire qu'on a beau faire une super scorecard, on a beau aligner tout le monde, on va voir de semaine en semaine, en fait, le profil va évoluer parce qu'on va avoir des discussions avec les founders ou avec l'équipe, ou parce qu'il va y avoir d'autres départs. Ça, c'est la première des choses. Et puis, on va aller un petit peu titiller le marché. Et le marché, market never lies, comme on dit. Et on a beau avoir une idée très théorique de ce qu'il nous faudrait pour satisfaire le besoin business. La réalité des choses, c'est que quelquefois, pour avoir en théorie ce qu'on aimerait, on mettrait 1 an alors qu'on n'a pas le temps.
Et donc ça va nécessiter des rediscussions. Donc je mettais en place des weekly. Moi, je demandais à mes équipes de voir tous les stakeholders, parties prenantes du recrutement, et de les aligner autour de la table au moins une fois par semaine avec des récaps. Donc certains sont dans la salle, ils se reconnaîtront, mais j'ai été assez casse-pied sur ça. Ne pas hésiter à faire bouger les KPI aussi quand on en a besoin. C'est-à-dire que ça ne doit pas être resté figé dans le temps. Ça, c'est la deuxième chose. La troisième chose, et j'essaie d'aller rapidement, c'est de n'hésitez pas à changer de direction. Aujourd'hui, j'accompagne beaucoup de CEO et en fait, au bout d'un mois et demi, ils se rendent compte qu'ils sont pas allés dans la bonne direction, et comme ils veulent pas tout recommencer, eh ben, ils changent pas de direction. Ça, c'est pas possible, puisque de toute façon, ça va re-exploser. Donc, on sait, ça concentre de la pression, c'est de l'argent, que ça a un coût, etc. Mais changer de direction si nécessaire, c'est la priorité. Et puis, mettez de l'ownership, ça évitera la dilution des responsabilités. Si vous avez 7 personnes qui sont impliquées sans ownership, ça fera comme dans un projet, ça n'avancera jamais et ça va faire du ping-pong. Donc, voilà pour les petits conseils actionnables rapidement. Alors un VC, il adore les outils, mais il les utilise pas beaucoup. En revanche, il a un truc assez puissant qui s'appelle un réseau, comme tout le monde, mais il peut récupérer du feedback assez rapidement en passant quelques coups de fil. Et il n'hésite pas à le faire, en fait. Voilà. Je ne sais pas si c'est un bon type ou pas, mais bon, alors, réciproquement, de la même manière. Évidemment. Voilà, évidemment, l'écosystème fait la même chose pour les VC. Mais ce n'est pas un petit épiphénomène, effectivement, cette prise de référence et se tenir au courant un peu des gens. Bon, je sais que l'écosystème parisien est pas très grand, ça, c'est connu, mais c'est une pratique aussi un peu que tu vois, Antoine, souvent d'aller... Oui, ça nous est même arrivé de le faire ensemble avec Maëlys. Donc oui, tous les signaux faibles qu'on peut avoir rapidement sur un candidat sont super utiles. Moi, ce que je voudrais compléter à tous ces très bons conseils, c'est comportez-vous comme des vendeurs au sens le plus noble du terme et faites-vous challenger. Ça, c'est quelque chose. Il y a quelque chose qui coûte très cher dans les recrutements, c'est les candidats qui quittent le process. Alors, soit parce qu'ils vous le disent, mais parfois, ils ne vous le disent pas. Je ne sais pas quoi, il y a un truc qui ne va pas. Mais la réalité, c'est que peut-être vous ne les avez pas convaincus. Et quelque chose qui est très sous-performant, c'est extrêmement fréquent, notamment chez les fondateurs, de continuer pendant des trimestres ou des années à avoir un discours qui est OK, qui est bien, mais qui n'est pas toujours parfait. Et donc, dit autrement, on peut tous s'améliorer. Et il est très sain d'aller faire des process de temps en temps à deux, pour prendre un feedback sur l'autre personne, comment tu m'as trouvé quand j'ai vendu la mission, etc. Ça, c'est vraiment fondamental. Vous aussi, mettez-vous dans la logique de vous dire que vous devez séduire les meilleurs, donc ça marche dans les deux sens. Et très souvent, les entreprises, en fait, elles font assez peu cet effort d'amélioration continue. Ça permet juste d'avoir des taux de conversion, on parlait de sales, bien meilleurs. Deuxième chose qui peut paraître un peu évident, mais on voit des process qui durent beaucoup, et notamment parce que on y passe vraiment des heures et des heures. Essayez de tenir vos délais. Là encore, facile à dire, mais si vous avez prévu un entretien d'1h30 parce que c'est 1h30, essayez de tenir 1h30. Essayez d'avoir des objectifs, préparez vos questions sur les critères principaux d'évaluation. Sachez parfois interrompre un candidat poliment quand il est parti sur une longue digression sur la relation qu'il avait avec son boss il y a 10 ans. Enfin, vous voyez, ça arrive, quoi. Donc, ça c'est le meilleur moyen de rater ces entretiens. Vous avez tous connu, ceux qui font du recrutement, cette impression un peu désagréable de sortir d'un rendez-vous où on s'est dit en fait, j'ai complètement oublié ça et ça, et ça, c'était quand même des points clés. Donc, il faut driver ces entretiens. Parfois, c'est un peu rude, mais il faut le faire. Il faut même dire au candidat, je me permets de vous interrompre parce que je voudrais absolument qu'on termine, etc. Prenez des notes écrites. En recrutement, on parle de, vous savez, les biais. Il y a énormément de biais, mais il y en a un qui est majeur, c'est le biais du temps. C'est-à-dire, parfois, c'est un peu le dernier qui gagne un peu plus. Le candidat qu'on a vu il y a 1 mois et demi, on a un peu oublié. Vous voyez, on était 4 à le voir. Au total, on a vu 12 candidats. Ça fait 48 entretiens. En fait, la réalité, c'est qu'on perd de l'info. Il faut noter comme un détective tout ce que vous dit la candidate ou le candidat.
au moins sur les qualités essentielles de la scorecard. Vous n'êtes pas obligé de noter chaque mot, mais franchement, c'est très utile. Et à la fin de l'entretien, de prendre du temps, quand le candidat est parti, pour noter vraiment votre feedback, les plus, les moins, la synthèse. Et ça a une valeur très importante. Quand vous allez arriver au moment de la décision, quand vous serez une équipe de 3-4 à décider, je vous assure que ça peut vous paraître un peu scolaire de le dire comme ça, mais c'est vraiment utile. Si je peux rajouter, je suis complètement d'accord. Et du coup, nous, ce qu'on fait, c'est que déjà, en fait, on fait un training des hiring managers sur vraiment en fait, quelles questions tu poses, à quel instant, qu'est-ce qui est important, comment préparer les questions, etc. Et du coup, on en revient à l'outil. Moi, j'oblige les feedbacks avec un feedback form en disant « Est-ce que tu as assessé ça ?» À ce moment-là, est-ce qu'il a fait preuve de ça? Et en fait, nous, on ne continue pas le process, donc le feedback n'est pas rempli. Donc du coup, ça oblige les personnes à prendre des notes et, comme tu dis, à éviter les biais et à vraiment être très clair sur les personnes. Oui, bah, c'est une super bonne pratique aussi, effectivement, merci pour ça. Et alors, moi, deux petits mots. Alors, le premier, c'est on va avoir des questions à la fin, mais j'ai oublié de vous le préciser au tout début, vous avez des QR codes sur vos badges. Donc, s'il y a des questions, on ne prendra pas de main levée, parce que sinon, ça va être un peu compliqué. N'hésitez pas à les poser directement avec le QR code. Je le verrai à la fin et je choisis de façon démocratique, tout seul. Et pour rejoindre effectivement ce que tu disais, Antoine, c'est vrai qu'il y a ce sujet de se vendre. Et alors là, je m'adresse peut-être plus spécifiquement aux jeunes entrepreneurs qui sont les premiers, en fait, qui soient aidés par chasseurs ou pas. Un chasseur, effectivement, c'est on va dire une sorte de sales pour humains qui, du coup, arrive avec énormément de pêche et de pitch, en fait, dans sa démarche pour aller convaincre. Évidemment, pas survendre, mais c'est vrai qu'on attend forcément, entre guillemets, du fondateur, de la fondatrice, un peu cette posture-là aussi, en fait. C'est la première vitrine, donc il faut aussi quand même un peu cet aspect de sales, et ça, c'est trop peu encore démocratisé. Je ne vais pas dire que c'est les Américains qui sont très forts, c'est sûr. C'est pas franco-français, je ne vais pas me résigner à ça, mais c'est effectivement une éducation à prendre parce que, au fil du temps, et les startups l'ont très bien compris au bout de 10 ans, un entretien, ça doit être du 100% d'engagement qu'on doit en face. Que le candidat veuille venir après ou pas chez nous, c'est pas grave. L'exercice, c'est d'être capable de convaincre. C'est ça le but d'un entraînement, d'un entraînement, d'un entretien, parce que derrière, ça permet sur le long terme de garantir une belle marque employeur et tout candidat reviendra ou cooptera des amis ou en tout cas aura une bonne image et ça peut être que vertueux sur le long terme. Nous, dès le début, on leur apprenait ça parce que sinon, on se retrouve avec des no-shows et des choses pas cool, notamment sur la marque employeur et c'est très dur de s'en sortir une fois que c'est le cas. Du coup, pour poursuivre effectivement, donc on a là ces bonnes balises. Est-ce qu'il y a peut-être quelques petits contre-exemples un peu pièges que vous voyez dans lesquels justement vous êtes tombé ou sur lesquels vous souhaiteriez mettre un peu une alerte? Ou est-ce que c'est bon? Pour rebondir sur ce que vous dites et effectivement le fait à quel point c'est important, je pense que j'ai peut-être eu beaucoup de chance d'être dans des entreprises où le recrutement était vu comme clé très vite et du coup les fondateurs avaient tout de suite, en fait, c'était une partie pris de faire partie d'un moment ou d'un autre du process de recrutement. Et je pense qu'effectivement, quel que soit le stade, personne mieux qu'un ex-com, qu'une personne du COMEX, un C-level, peut vendre. Et ça a été très porteur. Et quand ça n'apparaît pas, on voit tout de suite les résultats. Quand au bout d'un moment, ils sont trop pris ou ils sont plus capables, effectivement, le taux de conversion il n'est pas aussi bon. Donc, je ne sais pas si c'est un contre-exemple, mais en tout cas, ne pas hésiter à le faire, effectivement, dès le début, parce que ça fait vraiment des bons résultats. Moi, je dirais ne pas hésiter à faire des rétros sur les recrutements. En fait, souvent, aujourd'hui, moi, j'ai beaucoup la question, oui, alors telle chose n'a pas fonctionné, pourquoi? Et en fait, force est de constater qu'il y a quand même pas mal de malhonnêteté intellectuelle qui est qu'on a bien fait les choses? Est-ce qu'on y a consacré le temps nécessaire? Et est-ce qu'on a mis les bonnes personnes en face? Je prends encore l'exemple parce qu'aujourd'hui, je travaille beaucoup avec des sociétés qui sont en série A ou en seed, alors leurs recrutements sont urgents et ils mettent 2 semaines avant de répondre. Non, en fait, c'est que c'est juste pas la priorité, donc ce sera un échec et point. Et donc ça, je pense que c'est hyper important pour pas réitérer
encore et encore et encore les mêmes erreurs, d'autant plus que la vie ne s'arrête pas à une expérience et à un poste. Donc, et le monde de la tech est très petit et potentiellement vous allez la recroiser. Et même si la personne elle ne fitait pas pour ce recrutement-là, dans 3 ans elle fitera et potentiellement et elle se souviendra elle, de ce moment-là. Donc n'hésitez pas à faire des rétros, à les communiquer à tous les niveaux, que ce soit au niveau TA si vous avez la chance d'avoir une équipe TA, si ce n'est pas une équipe TA c'est aux execs, parfois même, voilà, moi j'ai déjà eu des investors qui étaient intéressés par ça, notamment quand ils arrivaient sur des premiers tours et ils ont d'ailleurs très souvent beaucoup de conseils et beaucoup de network et ils peuvent voilà, beaucoup faire de passes en tout cas sur les sujets puisque on est rarement les seuls à avoir eu un problème. Donc ça c'est aussi je dirais le deuxième risque que je vois, c'est oublier de poser des questions et oublier de demander de l'aide. En fait, dans le recrutement, j'ai envie de dire, même si aujourd'hui on n'est pas capable de le chiffrer, mais le marché de l'entraide, c'est le premier. Alors on l'appelle comme on veut, la cooptation, le coup de fil à un ami, peu importe, ou le network. Mais en réalité, c'est ce qui fonctionne encore le mieux et c'est ce qui fonctionne le mieux sur le long terme. Et en fait, on ne le fait jamais. Et c'est gratuit. Et donc c'est bien dommage. Il y a plein d'autres warnings, mais en tout cas, moi, c'est les 2 que je voulais faire. Donc, je laisse les autres en discuter si besoin est. Bon, franchement, sur les manières de se planter en recrutement, on pourrait écrire des tomes et des tomes. Enfin, vraiment, c'est pour ça que c'est complexe. La réalité, c'est que c'est vraiment un sport. Faut être concentré de A à Z, du moment où on définit qui on a besoin jusqu'à l'arrivée de la personne. Voilà, c'est un match. C'est un match où il faut être très concentré. Et même une méthodologie exceptionnelle garantit jamais forcément. Voilà. Bon, on a cité quelques erreurs. Il y a peut-être très concrètement, quand vous avez plusieurs recrutements à faire, vous en avez 2 ou 3, là encore, vous pouvez faire une hiérarchie. C'est bien, mieux vaut faire un recrutement avec un bon tempo, un bon focus, beaucoup de candidats, avec des objectifs hebdo qu'on tient, plutôt que faire moyennement 3 recrutements avec ce que tu disais, ça avance pas, etc. C'est mauvais pour les candidats, c'est pas du tout efficace pour l'entreprise. Donc, mieux vaut un truc bien priorisé qu'on va exécuter. Et là, du coup, conseil qui marche probablement pas toujours, mais si vous avez des niveaux de seniorité différents dans une équipe, commencez plutôt par le management. En fait, il y a un moment, on recrute un bon manager, ça va être ensuite à lui d'aller recruter l'équipe. Donc, prenez les choses dans l'ordre, plutôt entre guillemets par le haut. Ça, c'est un conseil, je pense important. Tempo fondamental, aller vite, prendre des feedbacks et enfin, à peu près ce qu'on peut dire là-dessus. Yes, sur le pendant, et justement, on parlait de cette phase d'après. Donc là, comme tu disais, super focus de avant à pendant, donc la fameuse signature, et puis même le fameux onboarding, parce qu'à partir de là, c'est là que commence en fait en réel. Pour les Américains, le recrutement va jusqu'à l'offboarding carrément. Donc nous, là, on est au début, donc sur l'onboarding. Justement, là, je m'adresse à vous, les filles, sur quelles bonnes pratiques vous avez connues, ont été mises en place, et vous, ou en tout cas, vous recommandez, parce que ce que vous avez vu à votre échelle, forcément, peut aussi s'appliquer à petite. Sur l'onboarding. Sur l'onboarding, moi, ce que je recommande, c'est une semaine d'onboarding. Ça peut paraître long. En tout cas, un moment d'onboarding pour tous les nouveaux avec une présentation vraiment de l'entreprise en amont. De sorte que quand la personne apprend effectivement son poste, elle sait déjà à peu près qui fait quoi. Elle sait déjà qui sont les personnes importantes. Elle sait déjà qu'est-ce qui est important. Elle sait déjà potentiellement aussi la culture. Il y a quelque chose que Malte fait très très bien, c'est qu'ils font une soirée karaoké pour toutes les premières semaines. Donc les onboarding, c'est 2 fois par mois, donc de lundi, mais il y a la grosse semaine d'onboarding 1 fois par mois, avec le karaoké à la fin le jeudi soir. Et en fait, ça peut paraître bête, mais tout le monde sort de cette semaine d'onboarding super heureux, parce qu'on a appris en amont l'entreprise, on a appris qui fait quoi, on a compris les personnes les plus importantes, et on a eu ce moment un petit peu de lien avec tout le monde, etc. Et c'est quelque chose qui marchait très très bien, et qui permettait vraiment de faire que la personne avait un sentiment d'appartenance très vite. Ensuite, et je ne le regarderai jamais assez, la nécessité des premières semaines de suivre en fait la personne qui le manage sur OK, c'est quoi les stepstones, c'est quoi les milestones, qu'est-ce qui est important qu'il fasse, est-ce qu'il a un plan d'onboarding, pas qu'il arrive devant son ordinateur et qu'il soit, enfin, ils savent pas quoi faire quoi.
pareil, que tout soit prêt en amont. Enfin, c'est tout bête, mais je ne sais pas si vous avez cette expérience où vous arrivez, vous ne savez pas où est votre ordinateur, vous n'avez pas d'accès, rien. C'est bête, mais ça compte énormément. Donc que tout soit prêt, créer le sentiment d'appartenance très rapidement et en fait d'accompagner potentiellement les managers sur est-ce que tu as un plan d'onboarding, est-ce que tu peux lui donner des objectifs à 1 semaine, à 1 mois, à 3 mois, à 6 mois, est-ce que tu fais des catch-up réguliers pour voir où on en est, ça je pense que c'est primordial pour que justement on ne perde pas les candidats très rapidement. Moi, je rajouterais que pour moi, l'onboarding, donc évidemment, tout est vrai et très, très juste. Je rajouterais que l'onboarding devrait commencer en réalité donc, dès le premier entretien avec le candidat, et ça, c'est si vraiment on master tout, puisque voilà, l'engagement, ça se commence en réalité dès le début. Hein. La plupart de vos top talents vous diront, en fait, dès le premier entretien, je savais qu'il fallait que j'y aille pour telle ou telle chose. Donc moi, je crois, c'est encore une position très forte, mais je ne crois pas dans la rétention, je crois que dans l'engagement. Mais bon, certaines RH me contrediront. Voilà. Donc, et après, il y a encore un risque. N'oubliez pas qu'il y a 3 mois avant que le candidat arrive. Donc commencez à l'onboarder, qu'il se sente déjà intégré à l'entreprise et que son premier jour ne soit pas son premier jour où en fait il se sente avec vous. Donc s'il y a des événements, voilà, il y a des documents, s'il peut faire un pré-onboarding si on est dans du SaaS pour connaître un petit peu mieux le produit, lui laisser le choix d'aller regarder ou pas. Et pour tous les managers, c'est aussi une bonne indication de savoir est-ce que en fait, ils se sentent concernés dès maintenant. Et ça, c'est très important. Et vous allez pouvoir aussi derrière avoir des billes sur justement est-ce qu'il va falloir être un petit peu plus proche de cette personne. Est-ce que pendant 3 mois, elle a fait autre chose? Est-ce qu'elle a eu envie d'y regarder? Ou est-ce que c'était que la veille pour le lendemain? Ce qui ne veut pas dire que ce ne sera pas un bon recrutement, hein, mais ça donne des indications en tout cas sur les méthodes de fonctionnement. Et puis après, au-delà de l'onboarding très corpo, je dirais qu'il y a un onboarding peut-être presque officieux. Parce que dans l'onboarding corporate, on a aussi cette démarche de vente, de période d'essai. Il y a des fois, on ne se sent pas forcément à l'aise. Et il y a beaucoup de candidats qui vont se chercher un petit peu des buddies dans l'entreprise, aller chercher des pairs avec qui parler, etc. Plus tôt vous allez formaliser ça, et mieux ce sera par la suite. Et en plus, vous allez pouvoir l'orienter vers des bonnes personnes qui vont être des bons leads d'opinion, plutôt qu'ils se dirigent vers la personne de gauche qui potentiellement ne sera pas la bonne personne. Donc voilà ce que je rajouterais sur l'onboarding. Est-ce que vous utilisez la mise en place d'un référent pour la nouvelle personne qui arrive? Ouais. Est-ce que c'est une pratique? Par exemple, nous, on le fait chez BPI France. Ouais. Et tout nouveau recrutement, la RH me demande dans l'équipe, tiens, qui tu verrais comme dans la maison, qui pourrait être un référent et je trouve que c'est, moi pour l'avoir vécu il y a très longtemps dans une première entreprise, j'ai trouvé que c'était super puissant en fait aussi. Oui, tout à fait. Tout à fait, et d'autant plus que quand on a une question, plutôt que d'aller poser à son manager et avoir toujours peur, encore une fois, de l'image qu'on peut renvoyer, tout de suite, on va avoir une personne qui en plus a déjà fait 1 an, 2 ans, puisque de toute façon, la personne elle est un petit peu mature, donc elle a vu aussi différents stades de société. Après, la question elle est toujours la même, c'est-à-dire qu'on ne va pas avoir le même programme et les mêmes buddies dans une société de 300 où on a besoin de formaliser les choses, qu'une société de 5 ou de 10 où l'agilité et créer du lien et aller pousser une vision va être beaucoup plus importante. Ça marche. Et effectivement, donc là, c'est sur toute cette partie accompagnement des débuts, parce qu'on le sait, c'est hyper important, notamment les premières semaines. Je crois que statistiquement, c'est au bout d'1 mois, 1 mois et demi que la majorité des recrutements partent, en fait. Donc, c'est ces premières semaines d'onboarding qui sont effectivement essentielles. Est-ce qu'il y a un travail justement a posteriori? Vous parliez justement des fameux objectifs 3 mois, 6 mois, 9 mois. C'est des objectifs, donc j'imagine pour vous, tout est bien anticipé, qui étaient déjà connus lors du recrutement, ce qui est peut-être un peu moins le cas sur les premiers recrutements qu'on va découvrir un petit peu après. Est-ce qu'il y a des techniques justement après démarrage pour savoir est-ce que ça a été effectivement le bon talent et à partir de combien de temps à peu près on s'en rend compte en fait? Alors, de mon côté, nous, c'est des objectifs tiers, la réussite de la période d'essai. Je pense que c'est vraiment une problématique de recrutement quand la personne ne valide pas sa période d'essai. Soit ça vient de l'entreprise, et donc dans ces cas-là, on s'est peut-être planté sur le recrutement. Soit ça vient du candidat, et dans ces cas-là, on a peut-être survendu l'entreprise, ou en fait, il y a eu un micmac qu'on n'a pas suffisamment bien expliqué au candidat. Donc moi, je monitore vraiment tout ça. Et je monitore aussi
le taux d'attrition, donc les personnes qui partent, les new joiners, donc qui partent au bout de 6 mois, 9 mois, 12 mois, 18 mois. Et pour moi, c'est primordial parce que ça me donne beaucoup d'indications sur justement, est-ce que l'onboarding est suffisant et c'est quoi les raisons de leur départ. Et du coup, qu'est-ce qu'on peut faire et qu'est-ce qu'on peut mettre en place dès le process de recrutement pour éviter ces early leavers. Je ne sais pas si ça répond à ta question. Si, tout à fait. Et c'est pour comprendre effectivement globalement est-ce qu'il y a un lien effectivement avec tout ce que vous avez vu au début et ce que vous voyez après, ou est-ce que vous vous adaptez en fait au fur et à mesure, parce que parfois il y a des gens qui sortent un peu des clous et ça se passe aussi très bien. Enfin, voilà, c'est un peu ce regard a posteriori globalement comment vous l'appliquez. Ok. Là, pour répondre à un cas très pratique et très présent, moi je vois qu'il y a énormément de personnes qui sont non regrettées dans les early leavers. Je pense qu'il y a effectivement dans ces cas-là un vrai problème dans le process de recrutement qu'il faut peut-être revoir et de se dire, OK, en fait, est-ce que notre process de recrutement répond vraiment à notre besoin ou est-ce qu'on fait comme les choses comme on avait l'habitude de faire et du coup, en fait, on passe à côté et les personnes qu'on recrute ne sont plus les personnes qu'on a besoin. Donc, dans ces cas-là, faire une refonte totale de tout ça et également creuser sur les raisons de départ des personnes ou dans les deux sens. Là, par exemple, on n'a pas un énorme taux, attention, mais sur ceux qu'on a, les taux des personnes qui s'en vont, il y a beaucoup qui ne sentent pas d'espace pour eux pour grandir. Donc, est-ce qu'on a été suffisamment, lors du process de recrutement, clair sur leur espace pour grandir, sur leur capacité de grandir au sein de chez nous et comment ils vont grandir? Est-ce qu'on a été clair? Est-ce qu'on a été suffisamment transparent? Est-ce qu'il y a besoin d'être beaucoup plus transparent? Et comment? Et donc là, on en revient au process de recrutement. Comment on intègre cette étape transparence et visualisation, excusez-moi, sur le long terme dans l'entreprise? Ok, très clair. Non, vas-y. Moi, je rajouterai une petite chose. N'hésitez pas à toujours créer en fait des partenariats. C'est-à-dire que le recrutement, c'est une chose. C'est le moment où là, il va falloir commencer à travailler un petit peu plus et avec les RH et avec les managers. Parce que fixer des objectifs, ce qu'on voit, c'est qu'on fixe souvent des objectifs très long terme. Je prends l'exemple d'un recrutement de sales. On se dit, bon, il va être productif au bout de 8 mois en fonction des cycles, admettons, si ce n'est pas du service. Et donc, on va commencer on va se dire, bon, de toute façon, les 3 premiers mois, il a sa période de garantie dans plusieurs boîtes. Donc, en fait, on va commencer à regarder un petit peu ce qu'il fait au bout du 4e mois. Et en fait, souvent, on a eu des indications. Est-ce qu'il va réussir à faire ses abs ou pas? Donc, quand on fixe des objectifs, ce qui est important de voir, ce sont des milestones. Donc, au-delà de 3 mois, c'est-à-dire sur les 3 premières semaines, au-delà du 1er mois, sur les 2e mois, puisque de toute façon, il y a quand même des étapes. C'est-à-dire que même si on n'attend pas un achievement, ou même pour un dev, même si on n'attend pas un achievement qui soit là, etc., il est quand même censé avoir rempli certaines cases et rendre les choses aussi factuelles que possible et travailler en collaboration toujours. Collaboration, justement, sujet, Antoine, où tu avais une bonne pratique. Non, sur ce que tu viens de dire, pour moi, c'est le plus important, c'est les objectifs. C'est absolument fondamental et fondamental en général et en particulier pour évaluer la performance d'un recrutement. Et très souvent, on a le phénomène que tu cites, c'est-à-dire des objectifs à 6 mois, mais par exemple de l'insatisfaction au bout de 3 mois. Et donc la discussion, c'est du coup, si tu es insatisfait, c'est bien qu'il y a des choses qui ne vont pas. Alors, oui, d'accord, mais qu'est-ce qui ne va pas? Par exemple, les présentations, il ou elle met un peu de temps à les envoyer, ce n'était pas très clair. Ok, mais est-ce que ça n'aurait pas dû être un objectif? Et donc, les objectifs, il faut sortir de la vision de l'objectif qui est négatif, contrôle, pression. Parce qu'en fait, c'est souvent l'inverse. Le fait de ne pas avoir d'objectif, de ne pas savoir ce qu'on attend d'une personne, ce n'est pas du tout l'idéal non plus. Et c'est en général d'ailleurs là où les annonces de départ sont les plus violentes. Ah, mais moi, je n'avais pas compris que j'y étais pas. Et là, ça peut être très violent. Donc, le meilleur moyen d'évaluer la performance, c'est d'être clair sur ses attentes. Ça ne veut pas dire que c'est totalement descendant. Ça veut pas dire que la personne n'a pas le droit de vous dire « Attends, là, je le sens pas. » C'est une discussion, un objectif. C'est pas une... Bon. Donc, ça, c'est absolument fondamental. En général, vraiment, 80% des cas, quand on se pose des questions sur un départ, on se pose toujours des questions sur en fait, est-ce qu'il ou elle est à ses objectifs? Après, il y a les problèmes de comportement ou de culture qui peuvent être un peu différents. Mais là, en général, ça va être un peu plus simple. Quand on n'y est vraiment pas en termes de comportement, il y a des décisions à prendre rapides et on le fait. Yes, ça marche. Merci à tous. Merci beaucoup. Je vais regarder un petit peu au niveau des questions, si vous avez été assez actifs là-dessus. Et on va en choisir quelques-unes.
Promis, j'ai choisi au hasard. Alors, elle est pas mal, celle-là. Elle paraît évidente, mais quand on se trompe, qu'est-ce qu'on fait? Un, pendant, et deux, après la période d'essai. Bon, je pense que le pendant, c'est plutôt le principal. Enfin, globalement, à partir de quand on réagit, en fait, je pense. Voilà, évidemment, en fait, ce qui est difficile, c'est les zones intermédiaires, parce que si on est sûr de s'être trompé, c'est ASAP. Tout le monde est d'accord. Faut pas attendre. C'est pas bon d'ailleurs pour le candidat, enfin pour le salarié non plus. C'est pas probablement une situation où lui aussi est une victime de ce qui se passe. Non, ce qui est difficile, c'est les zones intermédiaires. C'est le doute. C'est pas l'échec complet. L'échec complet, c'est pas bon, mais la première semaine, cata, ça arrive. Première réunion, première presse. Bon. Donc c'est le doute. Et là, j'ai pas de conseil plus fort que de revenir au sujet des objectifs et de la discussion avec la personne, franche, directe, bienveillante, constructive. Le but, c'est pas d'aller sur les écarts aux objectifs. Un départ, ça se fait jamais sur une fois t'as raté, etc. Ah ben je suis surpris, etc. Non, ça se fait sur une répétition en effet d'écart des objectifs. Et c'est comme ça qu'on l'évalue. Après, c'est une sorte de... On le dit souvent dans les entreprises, énormément d'entrepreneurs finissent par dire « j'aurais dû réagir plus vite ». Donc, c'est pas un conseil général parce que ça doit s'adapter à chaque situation. Donc, il faut pas virer les gens comme ça, on est bien d'accord. Mais c'est vrai qu'en moyenne, on va entendre beaucoup d'entrepreneurs disant, après quelques années, j'ai laissé perdurer trop longtemps une situation où en fait, ça n'allait pas. Et également un post-mortem. À la fin, quand la personne, du coup, on a décidé de s'en séparer, ou d'ailleurs qu'il s'en aille tout seul, de se réunir et de se dire, OK, qu'est-ce qui n'a pas marché et qu'est-ce qui a fait que ce candidat n'était pas le bon finalement. Et du coup, pour la V2, est-ce que vraiment on va aller dans la même direction ou en fait, est-ce que c'était vraiment notre besoin qui n'était peut-être pas le bon? Et le petit conseil que je rajouterais aussi, c'est n'hésitez pas à être franc et sincère et honnête. Moi, je vois encore beaucoup trop d'erreurs sur, en fait, on va aller invoquer une raison B, alors que c'est tout simplement pas une erreur sur la personne. Encore une fois, c'est une erreur sur la scorecard ou une erreur sur l'orga cible qu'on n'a pas réussi à définir parce que la boîte devait pivoter ou autre. Donc, si l'erreur vient de nous, assumons-la, en fait. Parce qu'il vaut mieux que l'assumer et que ce soit dit et s'excuser plutôt que de traîner les choses. Et par expérience, ça fait beaucoup plus de bruit quand on invoque une fausse raison que la vérité, quoi. Alors là, on en a une autre qui est effectivement sur l'aspect peut-être justement de nos jeunes pousses plus early. C'est comment se démarquer en tant que jeune start-up pour capter des bons profils sans être aussi connu, visible et désirable que les grosses boîtes qui investissent dans leur marque employeur. Est-ce qu'il y a des tips un petit peu de carrière là-dessus? Et je terminerai. Pour moi, c'est le pitch. Enfin, ce qu'on évoquait tout à l'heure, c'est la capacité à bien pitcher le projet et à savoir, enfin, un jeune dirigeant, il faut qu'il sache recruter, lever de l'argent, en fait. C'est presque la même chose, fondamentalement. Complètement. Beau parallèle, effectivement. C'est cette partie engagée. Par contre, il est obligé de recruter. On peut être entrepreneur, artisan, individuel, il n'est pas obligé de lever l'argent. Mais c'est... Alors après, mais les liens sont forts. Yes. Oui, donc effectivement, il y a cet aspect marque employeur à en devenir, en fait. On projette on vend une projection, on vend quelque chose de pas établi, et quelque part, c'est peut-être, si on est bon, le revers de ça, c'est que ça permet peut-être d'aller capter des super profils, parce qu'encore une fois, c'est comme lever des fonds, c'est sur un BP, c'est sur une vision, c'est sur une culture aussi, parce qu'il y a un aspect perso qui est aussi... Sur une ambition. Sur une ambition. On transmet. Effectivement, ouais, complètement. Nous, on a vu des jeunes pousses qui, effectivement, n'avaient absolument pas du tout de marque employeur, mais qui avaient la vision d'être le futur Blablacar de tel secteur, et les fondateurs, fondatrices le véhiculaient hyper bien, et ça marchait très bien. Donc c'est effectivement cette capacité de pitch et de vision et d'ambition. Alors, je passe les questions un peu outils. Je pense qu'on va faire une petite liste avec des perks, du coup, parce que ça fait de la pub. Là, une question très pratique. Combien de critères principaux maximum pour un process de scorecard efficace? Question piège. C'est pas évident, ça là. Il n'y a pas de chiffre évidemment juste, mais je dirais que
Au-delà de 10-12, ça commence à faire beaucoup. Et sous 4-5, c'est peut-être un peu léger aussi pour synthétiser ce que vous avez envie d'analyser chez un profil. Mais c'est vraiment, il n'y a pas de vérité totale sur le sujet. Peut-être juste bien distinguer les must-have et les nice-to-have. Tout à fait. Donc l'essentiel et le plus. Et sympa à avoir et qui serait bien, mais qu'on peut s'en passer en réalité. Et si vous n'avez pas assez de temps, parce que c'est surtout ça le sujet, gardez bien le focus sur les 3 choses prioritaires et hiérarchisez-les. Parce que sans ces 3 choses, de toute façon, ça ne fitera absolument pas, même aux besoins présents. Donc je dirais que la hiérarchisation aussi. Moi, je voudrais revenir sur la question précédente très vite. Peut-être que tout le monde dans la salle n'est pas dans une logique de capital risque ou de fonder, n'a pas envie tout simplement de fonder une société qui devienne énorme, etc. Mais l'ambition, c'est chacun d'entre vous décide. C'est-à-dire que quand on est fondateur, justement, personne ne peut nous enlever ce qu'on a envie de devenir. Et donc, aller vendre pour recruter cette ambition-là, ça n'appartient qu'à vous. Et si vous avez envie de monter une chaîne de 5 boulangeries dont l'ambition est que le personnel soit le plus heureux du monde et avec des clients absolument satisfaits, c'est une très belle ambition. Il faut simplement, encore là une fois, essayer de l'exprimer, l'expliquer. Donc il y a des excellents profils qui recherchent des aventures très différentes. Il n'y a pas du tout être petit, c'est pas un défaut. Être gros, c'est parfois un défaut. Et donc à chacun son style. Il faut essayer de l'exprimer le mieux possible, ne pas avoir peur d'exprimer ses rêves et ses envies. Je rajouterai une petite chose parce que ça vient de me faire écho à ce qu'on m'a demandé juste cet après-midi. N'hésitez pas, quand vous faites votre pitch, s'il dure 10-15 lignes, testez-le pour savoir ce que les personnes ont compris de ce que vous êtes en train de leur raconter et ce qui ça leur a donné envie. Et n'hésitez pas à vous détacher de votre propre secteur. De manière générale, un bon pitch, c'est quand en fait, on arrive à positionner à la fois le produit, les envies et qu'on sait ce que vous avez envie d'aller projeter. Et de toute façon, vous allez attirer comme ça les premières bonnes personnes à vous qui, derrière, vont être les sponsors. Donc, testez votre pitch. Alors, on a une question un peu spécifique, mais assez intéressante. Et ça, Linda, d'ailleurs, on en a parlé un petit peu en préambule. Mais comment recruter un late founder? Alors, quand on dit late founder, ça peut être aussi un CEO en cours de route, j'imagine. L'expérience candidat doit-elle être différente pour ces profils? Et qu'est-ce que ça change, en fait, sur ce type de recrutement? Alors, je dirais que ça change quasi tout, puisque de recruter mauvais co-founder, c'est ce qui, à 80%, fait l'échec d'une boîte. Et là, alors je laisserai les VC qui ont peut-être un petit peu plus d'expérience là-dessus. Et je mettrai juste un petit point où là, il y a quand même une question d'intuition et peut-être d'humain un peu plus fort. C'est-à-dire que si vous voyez des co-founders qui, sur papier, fonctionnent, c'est-à-dire ça marche, ils ont le bon profil, ils ont fait exactement ce que vous voulez, ils vous envoient du rêve, vous allez déjeuner avec lui pendant 2 heures et déjà, au bout d'une demi-heure, vous regardez votre montre, détachez-vous de votre scorecard, même si elle est parfaite, fuyez. Ça, c'est la première chose que je dirais. Et la seconde chose, quand on parle de founder, essayez d'aller chercher, en fonction de l'aspiration de ce que vous avez envie de donner à votre boîte, si c'est lever des fonds, ce sera peut-être plus difficile avec un primo-founder que quelqu'un qui l'a déjà fait et qui a déjà vu la machine. Essayez d'aller complémenter votre propre profil et vos propres failles. Je dirais qu'en fait, la seule chose à laquelle penser, c'est collectif à ce moment-là, et comment, si vous étiez que vous deux, et si demain, votre boîte, elle se fondait, ou à l'inverse, si la maison, elle brûlait, est-ce que ce serait la deuxième personne? Est-ce que vous reprendriez cette personne pour refaire à nouveau la roue? Et ça, c'est les conseils que j'ai l'habitude de donner quand je cherche du cofondeur. C'est le sujet super délicat, vraiment super délicat, parce que en général, nous, quand on regarde un dossier, en fait, on a l'équipe fondatrice ensemble. Mais ce qui peut se passer, c'est qu'il y ait des désaccords et qu'il y ait un divorce, en fait, entre les fondateurs. Et ça, c'est terrible. Et ça peut mettre la boîte par terre. Donc, et en fait, la dimension humaine est essentielle. Et je pense qu'en tant que... une des responsabilités qu'on a quand on est... actionnaire et membre du conseil d'administration, c'est essayer de pacifier le plus possible pour éviter que ce soit la guerre au sein de l'entreprise.
et essayer de comprendre et d'aider le mieux possible pour que la structure s'en sorte en tant que telle. C'est vraiment ce qu'il y a de plus délicat et il n'y a pas de bonne réponse et de bonne solution. Moi, ça m'est arrivé plusieurs fois de recruter des late co-founders ou c'est un des jobs les plus passionnants. Donc tous les conseils étaient très bons. Je dirais que concrètement, si on arrive à prendre quelques semaines pour travailler ensemble, un peu pour se tester, c'est bien. Il y a une deuxième chose concrète qui est hyper puissante que je vous conseille. C'est dans Google de faire YC 50 questions before... je ne sais plus comment ça s'appelle, mais vous mettez 50 questions de co-founders et vous allez trouver un questionnaire, des questions à se poser ensemble entre futurs cofondateurs, et c'est hyper puissant parce que ça balaye énormément de choses sur la manière de travailler, les valeurs, les principes. C'est vraiment, franchement, je l'ai fait récemment dans une boîte qu'on va lancer et c'est hyper puissant. On y passe des heures, mais je pense que c'est des heures très, très importantes. Et en fait, dans le recrutement, on oublie souvent cette espèce d'échange très fort. En fait, c'est pas juste on pose des questions à un candidat, c'est on fait de la vente, on répond. Et en fait, évidemment, avec cofondateur, c'est ça, puissance 10. Et donc, il faut prendre le temps vraiment de se connaître, quoi. Alors là, j'ai deux questions qui, d'ailleurs, on va un peu parler d'argent, ce qui n'a pas été le cas jusqu'à présent, vous avez remarqué. On ne parle pas du tout d'argent dans le recrutement. C'est un non-sens. Première question, comment faites-vous lorsque les hiring managers ou même la grille de salaire, de budget n'est pas compatible avec ce qu'on recherche? Et grande question. Du coup, encore une fois, normalement, le besoin, il devient vers l'amont. Je pense vraiment que pour moi, c'est ce qui fait que ça marche le mieux. Ça vient du haut, du besoin du business. Et du coup, ça découle. Et là, c'est l'alignement, donc même avant, encore une fois, que nous, on soit inclus, de c'est quoi le job level. Si on a la chance d'être dans une entreprise où il y a déjà des job levels, du coup, c'est quoi le marché, c'est quoi le benchmark, et du coup, normalement, éviter le plus possible ce genre de situation. Mais effectivement, je comprends que la société doit être déjà suffisamment avancée, qu'il y a déjà peut-être une personne qui fait de la comp and ben, il y a déjà des job levels, etc. Sinon, le cas échéant, moi, ce que je recommande et ce qui m'est arrivé de faire quand les entreprises étaient plus petites, c'est, encore une fois, faire parler des data. OK, donc on a eu tant de candidatures. Là, on a eu tant de candidatures qui n'étaient pas qualifiées, tant de candidatures qui ont drop à cause du salaire. Voici, par rapport à tous les candidats que j'ai rencontrés, le salaire médian qu'on me donne. Clairement, il y a un problème. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce que du coup, on baisse nos critères ou est-ce qu'on monte la rémunération? Mais en tout cas, faire parler des data, pour moi, c'est le plus important. Moi, je dirais qu'il y a deux choses très importantes. La première, c'est que market never lies. Donc, en fait, c'est se poser la question si le profil que vous recherchez, est-ce qu'il est vraiment adapté à votre structure de boîte. Moi, j'ai souvent le cas où, par exemple, on me demande un head of sales, on me dit, va chercher un VP de chez Salesforce. Mais on n'en a pas besoin là, tout de suite. Vraiment, même dans les 3 prochaines années, il n'y en aura pas besoin. Donc, peut-être mieux dimensionner le profil si en fait, le sujet vient de là. Sinon, voilà, il faut donner les prix de ce qui se fait, du marché. En plus, maintenant, on parle de cycling, donc c'est tous les 3 mois. Donc, faites une veille, demandez à vos équipes de les faire si vous pouvez le faire. Souvent, les managers le font même très bien, puisque c'est avec ça qu'ils vont aller négocier leur augmente annuelle de toute façon. Donc, ils sont très au courant. Ils ont toujours plein de data. Donc, n'hésitez pas, ne perdez pas de temps, demandez à vos équipes. Ça, c'est la deuxième chose. Et après, se poser la question, est-ce que voilà, on a le même risque de perdre une personne sur un gros profil que sur un petit profil? L'effort salarial n'est pas le même à avoir sur quelqu'un qu'on projette sur 5 ans dans la boîte à un poste très clé que sur un besoin à satisfaire immédiatement sur un plus petit profil. Donc, je dirais la bonne intelligence. Et peut-être passer le micro VC qui, eux, ont l'habitude de ça, quoi. Non, data. benchmark. Par l'argent, c'est le même sujet qu'on a ensuite au comité des rémunérations au sein du board. Une joie. Moi, je suis assez...
Si on a la bonne personne et qu'on est complètement en dehors, en fait, il faut peut-être quand même y aller. Ça arrive, donc là, c'est des décisions difficiles. Il faut peut-être y aller et se dire que tant pis, on prendra une ou deux personnes en moins dans les joueurs de champ, sans leur manquer de respect. Conseil un peu général là-dessus, on voit beaucoup d'entreprises, et c'est bien, qui essaient très vite de structurer leur grille de rémunération. Il faut faire attention à ne pas aller trop vite, c'est-à-dire que les grands groupes se galèrent déjà. Autant vous dire que quand on est 30 ou 40, faire des grilles de rémunération, c'est bien, on a envie de donner une logique, etc. Mais moi, la réalité, c'est que dans 100% des cas, elles sont cassées. Elles sont cassées parce qu'à un moment, à la tech, il faut cette personne, on prend cette personne, c'est plus du tout dans la grille et on s'adapte. Donc, si vous souhaitez formaliser, c'est bien, parce qu'il ne s'agit pas de faire n'importe quoi sur les salaires. Mais moi, ce que je vous conseille, quand votre société est encore pas très grosse, faites-le en tout cas de manière large et n'insultez pas l'avenir sur ce qui peut se passer, parce qu'à la fin, quand vous avez le candidat ou la candidate parfait, vous allez vouloir trouver une solution, c'est sûr. Et donc peut-être qu'il ou elle fera un effort, mais à un moment, ça va créer des exceptions. Donc prévoyez ça tôt, quoi. Et après aussi, sur les plus petites sociétés, n'hésitez pas à réfléchir aussi, alors tout dépend si vous cherchez un cofondeur ou quel type de produit, quel type de profil, mais réfléchissez à tout ce qui est capital, BSPCE. C'est-à-dire qu'il y a des fois, on rejoint une aventure, en fait, on ne prend pas juste un job. Et on a tous fait là, en tout cas, autour de la table, des boîtes en scale, on sait ce que ça peut apporter. Donc ça, n'hésitez pas, ça se vend, ça a de la valeur, et c'est aussi une bonne preuve de voir si la personne que vous recrutez, elle croit dans ce que vous êtes en train de lui dire. Donc ça, c'est une des premières choses. Et la deuxième chose, vous pouvez rajouter, moi je l'ai fait plusieurs fois, des clauses dans les contrats avec une renégociation, peut-être à 6 mois, etc., en demandant des choses très exceptionnelles et en se disant, si en fait elle leur apporte une valeur exceptionnelle et voilà ce que ça va apporter à l'entreprise, ça nécessite un petit exercice, mais un peu comme quand on va re-challenger son pricing, hein, c'est exactement pareil. Donc n'hésitez pas à faire ça et à vous entourer des personnes dans la boîte qui savent le faire, donc, ou les opérations ou autres. De manière générale, tout le monde a plusieurs idées en fonction des différentes boîtes qu'ils ont pu faire. Donc voilà. Ça marche, merci. Alors nous, juste rapide retour d'expérience, nous c'est vrai qu'on a la chance de notre position BPI d'être au contact direct avec nos investisseurs, donc on est en tripartie. Du coup, cette question se pose moins. C'est-à-dire que quand on est vraiment capé, on est capé, et à ce moment-là, des grilles sont établies et globalement, on doit rester dans les clous parce que c'est la condition budgétaire sine qua non. Sinon, le reste du temps, on s'amuse beaucoup à sortir vers le haut, justement, et à aller chercher des profils un peu plus capés pour donner une réalité aussi marché, en fait. Comme tu expliquais tout à l'heure, c'est qu'effectivement, le marché ne ment pas, et à un moment donné, au bout de 3-4 talents, on se rend compte qu'il faut peut-être mettre 50, 100% de plus pour avoir le top profil qu'on a trouvé. Et voilà. Donc ça, c'est effectivement une ouverture qui, je pense, il faut avoir, même un peu inconscient, quand sur des gros recrutements, de ne pas hésiter. Et du coup, deuxième question pécuniaire, c'est comment justement bien anticiper combien ça va nous coûter ces recrutements. Est-ce qu'il y a des méthodes? Alors vous, c'est à grande échelle. J'imagine peut-être, Antoine, au niveau des entrepreneurs que tu as accompagnés, est-ce que tu as des tips aussi là-dessus? Comment anticiper ce coût, parce qu'on sait que c'est un coût, globalement, efficacement? En tout cas, moi, ce que je trouve intéressant quand on est confronté à la question d'un profil qui coûte cher, qu'on n'avait pas complètement prévu, mais on se dit que ça va changer la donne, ce que je trouve intéressant, c'est de raisonner en disant « Ok, on a une sorte de budget on a dit qu'on dépenserait autant en masse salariale, et on revoit ça, mais on va changer ce qu'on met à l'intérieur, mais on va changer, puisque cette personne amène beaucoup de valeur, on va moins investir sur d'autres sujets, donc on s'oblige à faire des arbitrages en se disant que à la fin, ce sera rentable pour la société. C'est une manière d'aborder les choses qui est plus constructive, notamment quand on arrive à un board en disant on est complètement au-dessus. Ok, on est au-dessus, mais du coup, on investit là-dessus et on va mettre un peu moins dans l'équipe. Au lieu, cette personne n'aura peut-être pas 6 personnes, elle en aura 5. Et en fait, à la fin, ça tient et on y va, quoi. Alors, pour le reste, j'ai des questions, mais qui sont très larges. L'IA et le recrutement, les best outils du marché, donc tout ça.
Pour ça, je crois qu'on va faire une présentation sur l'IA recrutement, donc je ne vais pas y revenir. On va s'arrêter là-dessus. Moi, en conclusion, du coup, de ce que je retiens, et merci beaucoup pour toutes ces bonnes pratiques et ces erreurs aussi que vous avez connues pour s'en nourrir. Je vous rappelle que tout ceci était enregistré, donc vous aurez accès au replay, évidemment. Mais globalement, ce qu'on en retient, c'est une préparation la plus poussée possible, avec toujours en tête le fait que, après, ça va être du live et qu'il faut être capable d'être agile, de pivoter et en tout cas d'avoir un maximum au continu de feedback, d'infos, de data, si possible, qu'importe l'échelle, de 7 à 77 ans en termes de maturité, d'avoir un maximum d'infos sur le bon comme le moins bon, c'est-à-dire les candidats qui arrêtent, les refus d'offres, etc. Parce que c'est avec ça qu'on se nourrit, qu'on améliore justement notre proposition de valeur et qu'on se permet de ne plus faire ces erreurs à l'avenir. Sur le pendant, évidemment, toutes les bonnes pratiques, mais pour ça, forcément, je fais un peu de pub. N'hésitez pas à les retrouver, c'est dans le livre d'Antoine qui est vendu sur Amazon, qui est le best-seller sur le sujet. Donc là-dessus, tout est dedans, si vous cherchez des chiffres magiques là-dedans. Et évidemment, ensuite, tous les sujets au-delà de l'anticipation, après, il y a tout ce qui se passe le pendant, quoi. C'est-à-dire le suivi et justement de ne pas se dire que le recrutement s'arrête au moment où on signe une lettre d'embauche, mais qu'en réalité, quelque part, c'est un peu là où ça démarre, en fait. Merci à tous, je vous retiens pas plus et je vous laisse profiter de la soirée cocktail. Merci.